des avancées sociales importantes en matière de salaire, de conditions de travail et de droits syndicaux. Mai 68 se situe à un moment de changement profond dans la société française, dans le développement du capitalisme monopoliste à l'échelle nationale, européenne et mondiale, et conséquemment dans le dispositif des forces politiques et sociales. Il se situe aussi dans une phase particulièrement aiguë de l'affrontement de classe à l'échelle internationale entre l'impérialisme dominé par les USA, le camp socialiste et les forces de libération nationale. La question récurrente qui se pose à propos de mai 68 et à laquelle nous tenterons de répondre est la suivante. Était-il possible de déboucher sur une issue révolutionnaire à la crise, compte tenu des rapports de force et des stratégies développées par les forces politiques en présence, et en particulier celles du Parti communiste français et de la CGT. Mai 68 n'est pas arrivé au hasard. Il est de bon ton aujourd'hui, dans les médias dominés par le grand capital, de présenter mai 68 seulement comme une révolution des mœurs dans une société figée et traditionnelle qui se serait libérée des carcans du passé. Ce schéma est à mes yeux éminemment réducteur. A contrario de cette façon de voir les choses, l'Institut d'histoire sociale de la CGT, ce sont les cahiers de mai 2018, résume ainsi les causes de ces événements. Je le cite. La secousse sociale de mai-juin 68 n'est pas tombée du ciel. Elle prend sa source dans de multiples facteurs économiques, sociaux, sociétaux, culturels, parmi lesquels les luttes sociales et les évolutions syndicales occupent une place très importante. Pour comprendre l'irruption des luttes sociales de masse en mai 68, il convient de rappeler quelques faits. En 1958, le coup d'État qui amène De Gaulle au pouvoir en liquidant la 4e République, issue des luttes pour la libération de la France du joug nazi, marque le début d'un développement nouveau du capitalisme monopoliste en France et son intégration plus poussée dans la concurrence mondiale. Les conquêtes sociales de la libération sont un obstacle pour le développement des monopoles à l'échelle mondiale. La guerre en Algérie, menée par la France contre le peuple algérien, se termine en 1962 par l'indépendance de l'Algérie. Ces années de 1945 à 1975, que certains nomment les 30 glorieuses, au regard du développement économique du pays, ne sont pas le paysage idyllique que s'emploient à présenter les laudateurs du capitalisme. Si la richesse produite augmente, ce sont surtout les profits capitalistes et non les salariés qui en touchent la plus grande part. Les salaires sont bas et les conditions de vie difficiles. Le manque de logement est criant, rappelons-nous le cri de l'abbé Pierre, et il existe de grands bidonvilles à la proche périphérie des grandes villes. La sécurité sociale, conquête des luttes de la résistance, est attaquée. Les retraités sont en général pauvres et l'exode rural s'accélère, offrant au patronat une main-d'œuvre à bon marché. L'enseignement supérieur est réservé à une petite minorité issue des classes possédantes. Le coup d'État de 1958 a affaibli le PCF qui s'y est opposé. Toutes les autres forces politiques, y compris le Parti socialiste SFIO, au plus d'affiche rappelée, nous sommes à l'avant-garde de la 5e République, se sont rangées sous la houlette de De Gaulle, à l'exception notable de François Mitterrand, qui y gagnera la figure d'un opposant résolu, lui qui fut un pilier de la politique impérialiste de la France, en particulier en Algérie. Plus que jamais, l'antisoviétisme, l'anticommunisme et l'anticégétisme sont le fonds de commerce nécessaire pour museler les luttes ouvrières et des salariés. Au plan syndical, la CGT est isolée et elle peine à développer les luttes. FO et la CFTC positionnent
Ainsi, si en 1965, on compte 979 000 journées perdues entre guillemets pour fait de grève, il y en a 2 500 000 en 1966 et 5 millions en 1967. Une des caractéristiques de ces grèves en est leur dureté, occupation d'usines, lock-out patronal et intervention policière. Ces luttes sont parfois longues, comme à Rodiaceta, Berlier, chez les mineurs de fer. La question des salaires, de l'emploi et des conditions de travail sont au cœur des revendications populaires. En 1962, le pouvoir gaulliste qui a décrété la réquisition des mineurs en grève générale subit un échec cuisant. Les mineurs ne reprennent pas le travail. Ils sont soutenus par une large fraction de la population et ils contraignent le pouvoir à négocier. Alors, là, je fais un truc un peu spécial. Il y a eu la grève des mineurs de 62, qui était une grève générale dans tous les bassins. Il y a eu la grève des mineurs très célèbre de Decazeville en 1961, qui était le premier bassin qui devait fermer, et où les mineurs ont tenu 3 mois en grève au fond de la nuit, pas n'importe où. Alors je dis ça parce que je suis de Decazeville, hein, donc voilà, c'est un quart d'heure de Decazeville-Lois, mais ce sont ces luttes des mineurs de Decazeville qui ont ouvert la perspective d'une lutte des mineurs en 62, justement pour protester contre la politique charbonnière du gouvernement. Donc à partir de 62, on assiste à une remontée des luttes sociales dans tout le pays et dans de nombreuses professions. Contre la guerre du Vietnam, menée par l'impérialisme américain, une partie de la jeunesse se bat. Des forces politiques, seul le PCF se prononce clairement contre cette guerre impérialiste et pour la paix. En 66, c'est le 10 janvier, l'accord d'unité d'action CGT-CFDT, la CFTC était devenue la CFTC, oui, était devenue CFDT entre-temps, va contribuer à modifier les perspectives. Rappelons que la CFTC s'est laïcisée en 1964. Devant le blocage du patronat, face aux revendications des salariés, l'affaiblissement du pouvoir gaulliste, la montée des luttes est perceptible. Dès 1967, de nombreux conflits éclatent. Chez Rodiaceta à Besançon, au chantier naval à Saint-Nazaire, à Caen dans l'industrie métallurgique et mécanique. Face à un pouvoir gaulliste qui entend légiférer par ordonnance, en particulier contre la sécurité sociale, une manifestation unitaire à laquelle s'est rallié in extremis FO le 17 mai 67 est un succès, mais la riposte se montre insuffisante et la CFDT tergiverse pour mener l'action commune. FO, de son côté, avec la complicité du patronat, dispose des moyens pour exclure la CGT de la gestion de la sécurité sociale à la suite des ordonnances gaullistes. C'est dans ce contexte que l'année 1968 commence. Le 1er mai 68 marque un tournant que le journal Le Monde souligne et décrit ainsi. C'est une citation un peu longue, mais elle joue quand même son pesant de caramel. La manifestation qui s'est déroulée mercredi 1er mai après-midi à Paris à l'appel de la CGT et du Parti communiste a été de loin la plus importante de celles qui, sur l'ensemble du territoire, ont marqué la fête du travail. Pour la première fois depuis 14 ans, la grande centrale syndicale et le PC ont renoué avec la tradition des manifestations interdites dès 1954 par le gouvernement Laniel, pour des raisons, paraît-il, de sécurité, et avaient refusé de se joindre à cette manifestation les unions syndicales parisiennes CFDT et FO, en estimant qu'une telle manifestation n'entrait pas dans leur coutume. En fait, si l'initiative de la journée revenait officiellement à la CGT, les sédétistes ne voulaient pas se prêter à un mouvement politisé par la présence des communistes. Dès lors, la FGDS, alors pour les plus jeunes, Fédération de la gauche démocrate et socialiste regroupant le Parti socialiste et la Convention des institutions républicaines de Mitterrand, avait également décliné l'invitation. Le PSU, Parti socialiste unifié, pour sa part l'avait accepté, et M. Claude Bourdet prit place sur l'estrade improvisée avec un camion au pied de la colonne de Juillet. Voilà la description que fait Le Monde
de la manifestation du 1er mai 1968. Bon, pour les plus anciens, ça rappelle des choses, mais pour les plus nouveaux, ça peut aussi rappeler des choses. Dans le même temps, le mouvement étudiant prend de l'ampleur. Presque toutes les écoles et universités sont fermées et occupées. Les manifestations étudiantes sont réprimées violemment en prenant prétexte des agissements de groupes provocateurs. Les dirigeants du mouvement étudiant, pour la plupart profondément anti-cégétistes et anticommunistes, à l'image de Cohn-Bendit, qui a troqué les pavés pour le gravillon des allées du pouvoir. Il s'emploie à défier le mouvement de masse dans des pratiques d'affrontement bien utiles au pouvoir et susceptibles d'alimenter l'exigence d'un changement sans risque pour le capital. Le bouillonnement au bilan est intense et se mêlant aux revendications sociales des exigences de changement de la société. L'actualité montre aussi ce que sont devenus tous ces dirigeants du mouvement étudiant, la plupart ayant fini dans les allées du pouvoir. Les occupations d'usines et de services se multiplient et l'on compte au maximum de la lutte près de 10 millions de grévistes, c'est plus qu'en 1936. Le 13 mai, à l'initiative de la CGT, c'est une manifestation de près d'1 million de personnes qui se déroule dans le calme à Paris. Mai 68 hante encore les esprits des classes précédentes. Si les hommes politiques du capital ne veulent retenir de mai 68 que le côté sociétal, d'épanouissement de la liberté individuelle à rapprocher de la liberté d'entreprendre, chère au patronat, laissant de côté les revendications sociales, le titre récent de l'hebdo Valeurs actuelles, que je cite, mai 68, l'héritage maudit, en dit long sur la crainte qu'a fait naître ce mouvement. Dans ce rapport de force inédit, il y avait bien de quoi faire réfléchir le patronat et le gouvernement, tant le mouvement de lutte des travailleurs et de la jeunesse fut intense, massif et porteur d'aspiration à des changements profonds de la société. Les négociations sociales baptisées de Grenelle entre les organisations ouvrières, le patronat et le gouvernement de l'époque ne conduisent pas à un accord, parce que aujourd'hui, tout le monde dit les accords de Grenelle, il n'y a jamais eu d'accord de Grenelle. La CGT ayant refusé de signer, mais à un constat de négociation dont les travailleurs en lutte sont appelés par la CGT à évaluer la portée. Les résultats sont importants, ils montrent que seule la lutte de masse unie et solide des travailleurs peut conduire à des résultats tangibles. Alors je rappelle quelques-uns des résultats. Alors moi j'étais salarié à l'époque, ça a fait un choc, hein. Une augmentation de 35% du salaire minimum interprofessionnel garanti et de 10% en moyenne pour les autres salariés. Reconnaissance du droit syndical à l'entreprise et en particulier de la section syndicale d'entreprise. Patronat et syndicats décident de conclure rapidement un accord sur la durée du travail en vue d'aboutir à la semaine de 40 heures. Les journées de grève seront récupérées et un acompte de 50% sera versé aux salariés ayant subi des retenues de salaire. Moi j'étais dans un lycée comme enseignant, enfin maître auxiliaire, on nous a tout payé, c'était bien, on était augmenté, on n'avait pas travaillé pendant un mois, on était payé, on était assez contents finalement. Bon, donc des résultats tangibles enfin pour les salariés. 3 jours plus tard, les discussions de Grenelle. De Gaulle, de retour à Paris après avoir rencontré le général Massieu en Allemagne, est conforté par une énorme manifestation de la droite sur les Champs-Élysées. Il décide la dissolution de l'Assemblée nationale et provoque des élections législatives. Dans la foulée, De Gaulle amnistie les putschistes de l'OAS, les généraux Salan, Chal, etc. Le 30 juin 68, le triomphe des gaullistes de l'UDR, Union pour la défense de la République, qui obtiennent 293 sièges sur 487, met un terme à cette période de lutte sociale, politique intense. La question que l'on doit se poser est donc bien celle du lien entre les luttes sociales et les avancées politiques qu'elles rendent ou non possibles. Pourquoi, alors que la France connaît en 1968 un des plus forts conflits sociaux où participent des millions de salariés, la conclusion politique en est le succès du parti du capital au pouvoir, la défaite électorale de l'opposition de gauche et le recul sensible du Parti communiste français. Si les forces social-démocrates
se réorganise autour de la FGDS dans la perspective d'une victoire électorale de François Mitterrand à une prochaine élection présidentielle. Il faudra quand même attendre 1981. Elle s'emploie à se présenter comme la seule alternative à gauche capable de remplacer le pouvoir gaulliste largement usé par l'exercice du pouvoir. Face à un PCF qui pèse dans la vie politique, ces forces ne lésinent pas sur les discours faisant référence au socialisme, tout en tirant à boulet rouge sur l'URSS. Leurs objectifs est bien de supplanter le PCF et d'être candidates à la gestion des affaires du grand capital. En mai 68, elle participe à toutes les actions de recomposition à gauche et en particulier au fameux meeting de Charléty où se retrouvent toutes les forces réformistes, de l'extrême gauche maoïste aux radicaux de gauche, en passant par les autogestionnaires de la CFDT. Pour eux, je les cite, le pouvoir n'est pas à prendre mais à ramasser. De fait, ils se désignent comme l'alternative à la gestion des affaires du capital. Le ciment commun de ce rassemblement, c'est l'anticommunisme et l'anticégétisme. Quant au PCF, il s'est donné une stratégie de programme commun avec le Parti socialiste comme une étape dans le changement de société. Depuis 1962, l'idée d'un rapprochement électoral entre le Parti socialiste et les communistes a fait son chemin. L'initiative d'une union de la gauche, définie par un programme commun, a été prise à partir de 1964 par la nouvelle direction du PCF animée par Jacques Descrochers. Ainsi, le Parti communiste se trouve-t-il enfermé dans un piège stratégique terrible qui le conduira à ne pas être en capacité de jouer son rôle de parti révolutionnaire. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, et contrairement à ce qu'affirment les partis et mouvements gauchistes, qu'en 1968, la révolution était à portée de main. Ce serait faire fi des conditions objectives du rapport de force au plan national et international. Tout au long de la période qui a précédé 68, comme dans le déroulement des luttes sociales de cette période, la CGT en a été l'acteur syndical majeur. Elle a montré sa capacité à faire vivre la démocratie ouvrière dans un conflit long et complexe. Elle sort grandie de cet événement. Cependant, sa stratégie unitaire avec la CFDT, traduite par l'accord CGT-CFDT, va brouiller les cartes aux yeux de beaucoup de travailleurs, et en particulier des jeunes. La direction de la CFDT, pratiquant une surenchère verbale autour du socialisme et de l'autogestion, sans aucun contenu de classe. Comment en effet parler d'autogestion s'ils ne sont pas remis en cause les fondements mêmes du système d'exploitation capitaliste? C'est sur cette vague, portant une volonté de changement, que les forces social-démocrates, en particulier la FGDS, vont surfer pour détourner le mouvement populaire vers un changement sans risque pour le grand capital. En 2018, dans un contexte certes différent où les luttes se développent, la question politique est elle aussi posée, et les enseignements de mai 68 doivent nous être utiles. Comme le disaient Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste en 1848 en parlant des luttes sociales, je le cite, « De temps à autre, les ouvriers triomphent, mais pour un temps seulement. Le véritable résultat de leur lutte n'est pas ce succès immédiat, mais l'union de plus en plus large des travailleurs. » Évidemment, ce que Marx et Engels ont en vue ici, ce n'est pas l'union que dessine le programme commun du gouvernement, mais bel et bien l'union de classe ouvrière, mais bel et bien l'union de la classe ouvrière, et ils ajoutent toute lutte des classes est une lutte politique. Cette affirmation renvoie à une question fondamentale, celle du parti révolutionnaire de la classe ouvrière, capable de mener la lutte politique contre le capital et la bourgeoisie, pour conduire le peuple à conquérir le pouvoir économique et politique. Sans ce parti et cette orientation, les luttes si nécessaires ne remettent pas en cause le capitalisme lui-même. Certes, la bourgeoisie a bien reçu le message de mai 68. Elle comprend que pour mener à bien les transformations que les monopoles capitalistes exigent pour se placer dans la concurrence mondiale, elle doit liquider les acquis des luttes sociales, privatiser le secteur nationalisé et public,
en finir avec les droits qui protègent relativement les travailleurs de la concurrence sur le marché du travail et accélérer l'intégration au sein de la formation impérialiste qu'est la communauté européenne. Chaban-Delmas entend rassembler ses forces politiques autour du thème de la nouvelle société. Ainsi, si momentanément le pouvoir reste dans les mains du parti gaulliste, les bases d'une alternance à gauche sans risque pour le capital et permettant de faire accepter aux salariés des changements profonds au bénéfice des monopoles sont-elles posées dans cette période. Les événements de mai 68 nous rappellent que seuls des mouvements sociaux de grande ampleur sont susceptibles de faire reculer, au moins provisoirement, le patronat et le pouvoir politique à son service. Ce sont bien les luttes que l'on appelle aujourd'hui convergentes, unies et déterminées